la pause. À tout de suite. Quel plaisir! Quel plaisir, Monsieur Carrel. Vous êtes vice-président Fédération nationale pour la reconnaissance des harkis de vous recevoir. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être sur votre plateau. Moi, Je vous regarde tous les jours, régulièrement. Vous savez, je suis à la retraite, j'ai 84 ans. Alors, tous les jours, je suis là sur mon fauteuil et attendre votre heure pour vous regarder. Bon, parce que vous êtes entouré de grands talents. Hein. C'est pour ça que ça marche, c'est parce que j'ai des bons talents. Mais Charlotte, oui, franchement, oui. Vous ne trouvez pas qu'ils parlent les uns sur les autres de temps en temps? Non, moi je le trouve admirable. Il dit 2 ou 3 mots, il dit vrai. Geoffrin? Bien sûr. Ouais. Mais des fois, il est contré par Charlotte. Oui. Hein, c'est vrai, ils ne font pas de cadeaux, tellement de cadeaux. Vous avez remarqué? Oh, oui, mais ça, vous avez... Ah oui, ça fait... Oui, mais je les aime tous les deux, alors... Je voudrais que vous nous racontiez votre histoire. Alors, vous êtes né où? Alors, il faudrait que je me présente, si vous permettez, cher Pascal Praud. Alors moi, mon nom, c'est Serge Carrel. C'est pas mon nom d'origine. J'ai changé de nom et de prénom pour des raisons de sécurité ou autres. Alors ensuite, je garde tellement de mauvais souvenirs de ce qui m'est arrivé, je me suis converti ensuite à la religion catholique. Oui, c'est pas évident. Hein. Vous êtes né où? Alors, je suis né dans un douar. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un douar. Un village. J'ai un petit village avec quelques maisons, une petite école, une petite mairie. Hein. En 1937 1937, le 24 décembre. Vous étiez prédestiné, quand même. Oui, bien, le 24 décembre, au douar, au LED Honteur, dans la région de... Le village le plus proche était Bogary. Voilà, donc j'ai quitté l'école à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, j'ai quitté l'école. Tout jeune, j'étais dans les scouts musulmans. J'étais Mowgli. C'est marrant, oui, c'est vrai. Et moi, dans les scouts musulmans, j'étais Mowgli. Et quand j'ai quitté l'école française, j'allais à l'école coranique. C'était les parents qui commandaient. Vous savez, on obéissait aux parents. Hein, c'est pas comme maintenant. Hein. Alors, oui, maintenant, c'est un peu le bazar, si vous permettez. Hein. Et j'allais à l'école coranique et j'étudiais le Coran. Ça m'a bien servi parce que quand j'entends dire aujourd'hui des choses sur le Coran, franchement, vous savez, mon maître coranique, parce qu'on était assis par terre sur des nattes, on avait une planche hein, et on étudiait le Coran. On criait tous à la fois, hein, vous savez. Hein. Et comment dirais-je et le maître coranique, mais on recevait pas mal de coups. Hein. Pas mal de coups? Ah oui, des coups. Le maître coranique, si on ne criait pas, il se lève avec son bâton, il nous tapait sur la tête, un peu partout. Hein. Il fallait étudier. Hein. Il n'y avait que des garçons? Ah oui, il n'y avait pas de filles, oui. Ah oui, vous avez de la chance d'avoir Charlotte, vous. Il y avait que des garçons. Oui, et où étaient les filles? Hein? Où étaient les filles? Alors, les filles, à mon époque, n'allaient pas à l'école coranique. À l'époque. Mais l'école coranique, elle était en parallèle de l'école française, républicaine? Oui. Ah non, elle était à part, complètement à part. Donc il y avait 2 écoles? Il y avait 2 écoles. Et combien de cours par jour dans l'école coranique? Ah bon, moi, j'ai quitté, je me rappelle, l'école française, c'était vers les cours de 16h. Et de 16h à 17h, j'allais à l'école coranique. Donc ce n'était qu'1 heure par jour? Oui, 1 heure par jour. Donc là où on... Et je vous assure, j'ai jamais entendu le maître coranique nous dire du mal des chrétiens, des juifs ou d'autres communautés. Moi, je vivais avec une communauté, j'avais des amis
algériens, bien sûr. J'avais des amis français. J'avais des amis juifs. Il y avait aussi une communauté, c'était les Touaregs, hein, à l'époque. Et il y avait les Oulad Naïl, et il y avait les Mozabites. Les Mozabites, c'était une tribu complètement à part. Hein, monsieur. Alors, vous êtes là, évidemment, ce matin, parce que vous avez choisi, vous étiez harki. Pour la jeune génération, je ne suis même pas sûr que tout le monde sache précisément ce qu'est harki. C'est-à-dire que c'était... il n'avait pas le statut de militaire français. Hein. Vous vous engagiez avec l'armée française, mais vous n'étiez pas des militaires à part entière. Je crois que vous avez eu le statut d'ancien combattant en 74, simplement. Oui, tout à fait. Ça a été, tout à fait, monsieur. Mais simplement, vous avez participé à aider l'armée française entre 54 et 62, et les harkis ont été... On était aux côtés de l'armée française. Voilà, et les harkis ont été oubliés, ont été maltraités. Combien il reste de harkis aujourd'hui vivants? Est-ce que vous le savez? Alors, avant de vous dire ça, je vais vous dire que je suis fils d'un ancien combattant qui a fait la Grande Guerre 14-18. Mes deux frères, l'un était dans la marine, il avait fait l'Indochine et l'Algérie. L'autre frère, il était dans l'aviation, il avait fait l'Algérie. Toute une famille abandonnée par la France. Oui, et ça, c'est un des scandales français. On en parlera dans quelques secondes, parce que hier, Emmanuel Macron a demandé pardon. Mais combien de harkis reste-t-il aujourd'hui? Il reste moins de 3000 aujourd'hui, harkis. Moins de 3000, oui. Parce que forcément, ces gens-là, avec 20 ans en 62... il reste moins de 3000 harkis, il reste à peu près, disons, 2000 veuves. Ouais. Voilà. Juste, avant de revenir vers vous, juste un mot. Oui. Mais moi, je n'ai pas été dans l'école d'Arki, j'étais dans l'école de donc on a vécu l'ignorance, l'humiliation. Moi, je ne m'échappe pas du corps, on m'a brûlé la main et les pieds. Madame, ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, je vous dis, c'est que la vérité. Et vous êtes là? Je me trouve en face de vous. Et si aujourd'hui, je ne suis pas une femme qui pleure, et si je pleure, c'est parce que mon père de là-haut, il le voit. Et aujourd'hui, je suis là, et moi, je vous dis, c'est que mon cœur, comment il est blessé, mon cœur. Et il n'y a pas que mon cœur, il y a le cœur de tout le monde, et de ceux qui sont morts, de ceux qui sont suicidés. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui. On est ici comme des mendiants, en train de me supplier. Je rappelle, Monsieur Carrel, que vous êtes vice-président Fédération nationale pour la reconnaissance des harkis. Cette dame, vous la connaissiez? Oui, je la connais un peu. Oui, ensuite, j'ai vu qu'elle interpellait le président de la République. Bon, le président de la République, il a essayé de la calmer, elle ne voulait rien savoir. Et moi, j'avais été la trouver. Bon. Qu'est-ce qu'elle exprime, cette dame? Je lui ai parlé un peu, mais après, elle s'est calmée. Voilà. Qu'est-ce qu'elle exprime? Qu'est-ce qu'elle veut dire et qu'est-ce qu'elle exprime? Ah, vous savez, ces enfants que vous voyez, là, ils ont tellement souffert. Ils étaient dans les camps fermés par des barbelés. Ils n'ont pas eu la chance d'étudier. Vous savez, quand vous prenez le cas de Roosevelt, c'était des camps horribles. C'était des camps de concentration. Il faut voir. C'était incroyable. Il y avait une douche pour je ne sais combien de personnes. Ils dormaient sous des tentes par le froid, un froid glacial. Donc là, on est en 62. Donc les harkis arrivent en France. Il y a à peu près... Certains. Oui. Certains, combien? 45 000? 45 000? Il y aurait 45 000 harkis et 90 000 personnes 40, de famille? Oui, 40 000 familles, oui. Bon, donc là, on est en 62. Donc là, précisément, qu'est-ce qui se passe? Ils vont dans des camps, comme vous dites? Oui, ils vont dans les camps. Mais ça va durer moi, combien de temps? Pas encore. Hein. Ça va durer combien de temps? Hein, moi, j'étais pas. Ça a duré très très longtemps. Hein. Combien de temps? Je sais pas, vous savez... Les derniers ont été fermés en 1976. Oui, tout à fait. Donc c'est 14 ans. 14 ans, oui, même plus, hein, même plus, qui ont vécu là-bas. Et moi, je n'étais pas encore arrivé en France, parce que moi, je suis arrivé qu'en 64, parce que moi, j'avais été fait prisonnier par le FLN. La France nous a désarmés et abandonnés. Elle nous a remis
pieds et mains liés à nos ennemis du FLN. Bon, moi j'avais été fait prisonnier par les combattants du FLN. Donc, quand ils m'ont arrêté, et je me souviens toujours, vous savez, c'est-à-dire, j'ai vu ce qui s'est passé, une voiture, une Ariane bleue. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces voitures, là, cher Pascal. Arrivé vers moi, 4 hommes armés du FLN. Il était midi. Je sortais du bureau des affaires algériennes, ce qu'on appelait les sections administratives spécialisées. Ils ont sorti leurs armes. Il m'a dit « Ne bouge pas, autrement on te tire dessus ». Moi, j'étais surpris. Hein, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'avais des naïls, des savates. J'ai basculé mes savates. Je me suis sauvé. Je me suis sauvé. Et tout de suite, je suis rentré en ville, dans la population, et j'entendais derrière moi tire, 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 tire. Ils ne pouvaient pas tirer. S'ils m'avaient tiré dessus, eh ben, ils auraient tué d'autres personnes, des civils et tout. Alors, vous êtes donc prisonnier par des militants du FLN. Oui. Donc, dans cet espace-là, ce que vous allez voir des choses absolument horribles. Oui, oui. C'est-à-dire, comment étaient traités les harkis par les gens du FLN? Parce que moi, après, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais pieds nus, là, et je suis monté dans tout à fait le haut d'une ville que je ne cite pas, et je commençais à réfléchir. Hein. Mon costume de harki était ma croix, et je sentais la mort. Je suis descendu, je me rappelle, à la gare. J'ai dit, je vais tenter le tout pour le tout. J'avais pris un taxi. Le chauffeur de taxi, c'était un arabe. Il me dit, vous allez où? Je lui dis, je vais à Alger. Il m'a dit, montez, je vous amène, oui. Je suis monté derrière. Il commençait à avoir un petit doute. Il me dit, mais le chauffeur de taxi, qu'est-ce que vous allez faire à Alger? Je vois que vous êtes un peu inquiet, me dit le chauffeur de taxi. Je dis oui, je suis inquiet. Et je dis, il faut que je trouve un prétexte. Je lui dis, j'ai perdu mon père. Et j'avais enlevé mes lunettes, parce que le FLN a donné comme signalement que je portais des lunettes. Alors, le chauffeur de taxi continuait sa route. On arrive à la sortie de la ville. Il y avait un contrôle du FLN. Je me fais... Le combattant du FLN arrête le taxi, il contrôle, il me demande ma carte d'identité. Donc la carte d'identité ne correspondait pas parce que sur la carte d'identité, je portais des lunettes et là, j'avais en lui ma paire de lunettes. Et le chauffeur du taxi, il dit au combattant du FLN, il lui dit, non, non, c'est pas celui que vous cherchez. Alors, le combattant du FLN, il dit, allez-y, passez. Deuxième contrôle, Pascal Pro. Il y a des officiers qui viennent du FLN, ils contrôlent, ils disent, c'est bien lui. Alors, ils m'ont fait descendre du taxi. Après, je ne sais pas ce qu'il est devenu le chauffeur du taxi, parce que... Et vous avez sauvé au premier passage? Oui, il m'a sauvé le premier contrôle. Mais lui, il ne savait pas, le chauffeur de taxi, que j'étais un ancien harki. Et je ne sais pas ce qui lui est arrivé après. Et après, ils m'ont fait descendre du taxi, m'ont attaché les mains derrière le dos. Et après, ils m'ont amené dans les villages où j'exerçais. Alors, toute la population m'attendait. J'étais pieds nus, là. Plein soleil, c'était le mois de juillet. Alors, ils sont acharnés sur moi, là. Des crachats, des coups, mais c'était incroyable. Moi, celui qui peut me donner cette photo, un jour, je ne sais pas combien je lui donnerai je donnerai toute ma paye, toute ma paye. Et bon, après, bon... Et comment vous en êtes sorti?
Pourquoi vous êtes aujourd'hui là? Parce que je me suis évadé, cher Pascal. Je me suis évadé. Je vous raconterai comment je me suis évadé. Et après, ils m'ont amené dans un cabanon que nous leur avions laissé. Je vous dis que nous leur avions laissé. Je rentre dans le cabanon. Il y avait au moins une cinquantaine de harkis. Du sang qui gissait le sol. Du sang partout. Partout, partout. Et bon, après, ils sont venus me voir. Ils m'ont amené dans la salle de torture. Ils m'ont déshabillé. Hein, et ils m'ont torturé au courant 120. Et ça, c'était sans cesse. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'étais devenu un déchet humain. Tous les jours, c'était comme ça. Et pour mes frères d'armes, harkis, qui étaient là aussi, c'était pareil. C'était pareil. Chacun attendait son tour et moi, j'attendais le mien. Mais moi, j'avais beaucoup souffert. À un moment donné, en me torturant, parce que j'étais sur le dos, là. Vous savez, quand vous recevez des tortures, j'avais sorti la langue. Ils m'ont foutu un coup de jus sur la langue et ils m'ont coupé un peu la langue. J'avais du pu partout, dans la bouche, dans la gorge. Je ne pouvais rien avaler. De toute façon, ils ne nous donnaient pas grand-chose. Hein. Et ensuite, l'un après l'autre, ils exécutaient les pauvres, nous, mes frères d'armes. Et nous, ils nous faisaient creuser des tombes, on enterrait les autres, parfois tout vivants. Certains étaient jetés dans l'oued, vous savez, ce qu'on appelle les ruisseaux, quoi. Hein. Et les chacals passaient le soir, finissaient le reste. Et moi, j'attendais le mien, j'attendais mon tour. Hein. L'armée française avait quitté les lieux? Non, l'armée française était dans les casernes. Et elle n'intervenait pas. Elle savait ce qui se passait? Pas du tout. N'intervenait pas. Elle savait ce qui se passait? Bien sûr qu'elle savait ce qui se passait. Moi, quand j'ai entendu parler de la Croix-Rouge, mais j'ai jamais vu la Croix-Rouge, cher Pascal. Jamais, jamais. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Moi, de temps en temps, je vois des jeunes avec une petite boîte qui ramassent, qui collectent de l'argent pour la Croix-Rouge. Ils viennent me voir. Je leur dis non et je leur explique. Pourquoi? Mais après, je retourne et je leur donne quelque chose. Et bon, et moi, j'attendais mon tour. C'était les corvées, les tortures. J'ai mon ami, un ami, le pauvre, il s'appelait Amar, lui. Lui, il a été égorgé. Égorgé. Il avait laissé 5 gosses. C'était affreux. Et ce qui est tout à fait remarquable de noter, c'est que, en fait, ce n'était que de la vengeance. C'est-à-dire que quand on dit il y a eu de chaque côté des exactions, d'un côté, il y a effectivement l'armée française qui intervient dans une période avant les accords d'Évian avec les harkis, mais dans un cadre de guerre, tandis qu'ensuite, c'est que de la vengeance pure. C'est-à-dire que de vous, ils n'attendaient plus rien sauf se venger. Ils avaient soif de vengeance. La France leur a offert l'indépendance. Ok, on n'a rien à dire. Bon, on n'a rien à dire. J'ai dit, bon, l'indépendance. Ce pays réclame son indépendance depuis X temps. Bon, il faut leur donner, et c'est terminé. Hein. Et c'est cette souffrance des harkis qui est peu connue d'abord, ignorée souvent. Ignorée surtout. Moi, je dois à Jean-François Kahn, tu connais bien, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il m'a parlé pour la première fois. Je n'avais jamais eu vent de ces villages de Rivesaltes, Bourg-Lastic, Saint-Maurice-l'Ardoise, etc., où vous avez connu, où les harkis ont connu vraiment, vous apprenez, ils étaient dans des camps
dans des conditions. Ils étaient le plus souvent, ils étaient une quinzaine sous une tente de 20 mètres carrés. Enfin, c'était la boue, ils avaient rien, c'était. Non, mais c'est-à-dire jusqu'en 76, il a fallu que ce soit Giscard et d'abord Michel Poniatowski, parce qu'il était aussi dans son antigaullisme, il faut dire, c'est pour arrêter, pour définitivement mettre fin à ça. Donc, les pleurs de cette femme, je comprends, c'est le nombre de jeunes qui se sont suicidés ou autres. On séparait les familles. On allait chercher, on séparait les familles. Alors, et ça s'est fait sur le sol français, ça. Mais c'est la double, voire triple peine. C'est-à-dire que d'abord, vous aidez l'armée française, ensuite vous êtes abandonné par la France, vous arrivez en France et vous êtes traités comme des chiens, et la population vous rejette parce qu'effectivement, elle ne veut plus entendre parler de ça. Donc j'imagine, pour être harki, fils de harki, etc. Et en plus, c'est complètement oublié pendant des années. Écoutez ce qu'a dit Emmanuel Macron, parce que j'imagine qu'Emmanuel Macron, vous le portez dans votre cœur aujourd'hui, après son intervention d'hier. Moi, je peux vous dire que je l'adore. Je l'adore, Emmanuel Macron, parce que c'est le seul aujourd'hui qui va reconnaître, ce qu'on lui a demandé d'ailleurs, reconnaître l'abandon des harkis après. Donc quand il a dit pardon hier, c'est quelque chose qui vous a touché. Mais il a dit pardon, mais ce pardon, on va l'accepter, mais on n'oubliera jamais les sévices endurés, soit pour les prisonniers harkis et pour tout ce qui est arrivé dans les camps. Mais vous voyez, on va l'accepter. Vous voyez, cher Laurent Geoffrin, vous parliez tout à l'heure de Poutine, De Gaulle, Ah bah là. pour qui on peut avoir une admiration, une certaine admiration. L'histoire n'est jamais blanche ou noire. Cette période-là, il a une responsabilité. Je suis un converti sur cette question. Oui. Il a une responsabilité, De Gaulle. Bien sûr, les ordres sont venus d'en haut, évidemment. Personne ne niera quand même que ce fut un grand chef d'État pour la France. Mais il n'empêche que ce qu'il a fait vis-à-vis des harkis et ce qu'a fait la société française... Je crois qu'il ne voulait pas prendre une masse énorme de musulmans, d'une part, d'un coup. Et surtout, il craignait que, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais il craignait que les harkis, parce que c'était au moment de l'OS, tout ça. En 62, c'était en pleine guerre, c'était encore la guerre. Et l'OS faisait une campagne de terrorisme, etc. Il craignait que les harkis servent de base à l'OS. Enfin, c'était surtout pour les C'était peut-être paranoïaque, mais bon. Écoutons ça. C'était une crainte. Écoutons, parce qu'on ne l'a pas écouté, Emmanuel Macron, et puis après, je vous donnerai le mot de conclusion, Monsieur Carrel. Je ne suis pas sûr que ce que je vais dire soit exactement un hommage aux harkis. Donc je vais retirer cette plaque. Vous avez rendu hommage à vous-même, vos pères, vos frères. Je vais essayer qu'ensemble on passe une étape collective. L'histoire des harkis est grande et douloureuse. Elle est grande parce que c'est une histoire de soldats, une histoire d'honneur, une histoire de Françaises et de Français. C'est la tragédie d'une fidélité bafouée plusieurs fois par les massacres en Algérie, par l'exclusion en France, puis par le déni et refus de reconnaissance. Et donc, il a dit pardon. Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Ce qui s'est imposé à lui dans les dernières heures, manifestement, de ce qu'il voulait écrire et dire. Et le mot pardon n'était peut-être pas au départ imaginé, mais il a préféré cela. C'est-à-dire, le président Macron, il a compris. Parce que moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois au palais de l'Élysée. Et je lui ai expliqué la situation des harkis au président Macron. Vous savez, il était jeune à l'époque, lui, M. Macron. Il était jeune, il n'était pas né. Il était pas né. Oui, il n'était pas né. Il est né en 77. Oui, il est né en 77. Voilà. Et je lui ai expliqué, mais il a compris. Parce que la France, non seulement accordé l'indépendance à l'Algérie, ça c'était normal, mais elle a offert la France a offert les harkis au FLN. C'était la cerise sur le gâteau.
les harkis, ils étaient les harkis, pardon, les combattants du FLN, ils étaient heureux comme tout. C'est la vengeance. Monsieur Carrel, je suis obligé de vous couper parce que c'est la fin de notre émission, j'en suis désolé. Je voulais vraiment vous remercier parce que vous nous avez C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli, franchement. Vous nous avez beaucoup ému. Votre bienveillance, votre gentillesse, votre sincérité, ce que vous avez dit ont touché, j'en suis sûr, le plus grand nombre ce matin. Et vraiment, je rêverais qu'on poursuive. Moi, je vous écouterai longtemps, pour tout vous dire, mais hélas... Vous savez, moi, j'ai beaucoup souffert. Hein. Pas que moi. Oui. Tous les harkis, il y a eu quand même 150 000 morts. Hein? Je suis vraiment obligé d'arrêter l'émission et c'est très pénible de l'arrêter dans ces conditions. Oui. Mais Jean-Marc Morandini arrive dans une seconde. Et vraiment, merci. Et merci d'être venu. Les Français, aujourd'hui, les Français sont pour les harkis. Je suis bien. Et plus encore après vous avoir écouté ce matin. Et plus encore après vous avoir écouté ce matin. Moi, je pense tous les Français. Je pense aux harkis, je pense à tous les pieds noirs d'Algérie qui ont quitté... Les corps d'armée aidaient les harkis. Les harkis, ils ont servi la France. Vous savez, c'était des vaillants combattants. Je suis d'accord avec vous. Vraiment merci et vraiment on ne peut avoir qu'une pensée pour les harkis, les familles harkis, tous les pieds noirs qui sont entrés à cette époque-là. C'est une période parfois méconnue de notre histoire et qui est une période de souffrance et de blessures qui reste importante. Audrey Missirac a été à la réalisation, Grégory Otto au son, David Marin était à la vision. Merci à Marine Lançon et à Arthur Muriot et vraiment merci une nouvelle fois à Monsieur Serge Carrel. Merci beaucoup et longue vie à vous. Merci. On va essayer. Je suis un ancien sportif, un ancien marathonien. Hein.